Chapitre sur l'universalité et la variabilité du support de l'information en génétique. Importance de la compréhension de la molécule d'ADN. Alors commençons par voir les apports de la transgénèse. D'abord, qu'est-ce que la transgénèse? C'est une technique correspondant au transfert d'un gène d'un individu à un autre, généralement d'une espèce à une autre. Et un gène, alors, c'est quoi? Un gène, c'est un fragment d'ADN qui code pour la synthèse d'une protéine. Si on s'intéresse à la GFP, protéine verte fluorescente lorsqu'elle est soumise aux UV, elle est issue d'une méduse vivant dans les abysses. Cette protéine est issue d'un gène qui peut être isolé, réintroduit in vitro dans le noyau d'une cellule œuf. Et le résultat est tout simplement bluffant. Lapins, mouches, souris, feuilles, singes et poissons sont tous devenus verts fluorescents après avoir transféré ce gène dans le noyau d'une cellule œuf de l'organisme d'origine. Voyons maintenant une application possible de la transgénèse. Cette transgénèse peut être utilisée à des fins industrielles pour produire des molécules pour l'homme. On parle alors de gènes d'intérêt. On peut citer le cas de l'insuline. Chez l'homme, mais pas seulement, le taux de sucre de glucose est effectivement très finement régulé dans le sang. Il doit être environ de 1 g par litre. Quand vous êtes diabétique, vous ne pouvez plus réguler votre taux de sucre. Un excès de sucre peut vous tuer. Il faut donc vous injecter régulièrement de l'insuline. Cette insuline provient d'une insuline humaine qu'on a transférée dans une bactérie, et cette bactérie l'a produite pour les besoins de l'homme. Ainsi, un médicament est assuré. Mais la transgénèse peut être aussi utilisée pour des thérapies géniques, c'est-à-dire des gens malades génétiquement, dont les gènes sont défaillants. Alors le principe est tout autre. Cette fois-ci, il faut pouvoir soigner toutes les cellules et ne pas introduire juste le gène dans une cellule œuf. On va donc mettre le gène dans un virus qui sera désactivé au niveau de la maladie et qui va permettre d'aller implanter le gène thérapeutique dans les cellules de l'individu malade. Aujourd'hui, on peut réaliser en fait une implantation du gène dans des tissus en culture, puis ces tissus en culture seront réimplantés par greffe chez le patient. Cela nous permet de contrôler que le gène est bien implanté dans les cellules pour le patient. Alors la question qui vient naturellement, c'est qu'est-ce qu'un gène et quel lien on peut le faire avec la nature du vivant? Si vous prenez un gène 1 du lapin, vous obtenez forcément une protéine 1 du lapin. Et si vous transférez ce gène 1 du lapin dans quel que soit l'animal, vous obtiendrez de toute manière cette protéine 1 du lapin, et quel que soit l'organisme. Alors ça nous a permis de dire que le langage de l'ADN est universel, quel que soit l'organisme vivant, quel que soit l'être vivant. Alors voyons maintenant la structure de la molécule d'ADN. La molécule d'ADN, c'est une longue molécule qui est constituée de 2 chaînes enroulées l'une autour de l'autre en forme d'hélice. Les 2 chaînes sont associées grâce à la complémentarité de 4 bases azotées unies 2 à 2, mais toujours selon la règle de A avec T et C avec G. Voici un petit exercice pour vous aider à bien comprendre ça. Donc complétez la séquence d'ADN suivante. Vous avez une portion de séquence au-dessus, et il faut compléter en dessous la portion correspondante. Et pareil, de l'autre côté, à droite, vous avez une portion en dessous, il faut compléter au-dessus. Le complémentaire de A est en T, et le complémentaire de C est en G. Voici le résultat. C'est un exercice que vous pourrez avoir en devoir assez aisément. Alors maintenant, intéressons-nous réellement à la molécule elle-même de l'ADN. Tout commence avec un nucléotide. Ce nucléotide, il est composé d'un acide phosphorique, d'un désoxyribose et d'une base azotée. L'acide phosphorique en jaune, le désoxyribose en bleu, la base azotée en rouge. Eh bien, il s'agit d'additionner les nucléotides entre eux, les uns sur les autres, et vous obtenez une hélice d'ADN. Et il faudra mettre en face le complémentaire, sachant que A s'associe avec T, T avec A, C avec G, G avec C. Alors prenons cette molécule et construisons cette molécule d'ADN. Voici tous les sigles qui vous sont récapitulés dans cette image. Si vous regardez bien, on a un acide phosphorique, un désoxyribose et une base nucléique. L'acide désoxyribonucléique qualifie l'ADN. Alors si on construit notre molécule d'ADN, voici ce qu'on obtient. On obtient une double hélice d'ADN avec à chaque fois un brin et son complémentaire de l'autre côté.
Cela permet d'avoir le gène et sa sauvegarde. Donc en termes de séquence, voici comment on lit. Si on vous donne le sens de lecture, dans ce cas-là, il vous suffira de relever à chaque fois les bases nucléiques, ce qui vous donne ici pour ce brin-là, G, A, C, T, T. On dit que la structure de la molécule d'ADN est universelle dans le monde vivant, ce qui signifie que sa structure est la même chez tous les êtres vivants. Alors continuons en voyant la variabilité de l'ADN et ses conséquences donc sur l'organisme. Alors intéressons-nous à l'hémoglobine, une protéine des hématies, c'est-à-dire des globules rouges du sang. Son rôle, c'est de transporter le dioxygène. Comment? Grâce à son hémiférique qui est situé au centre et que l'on voit en vert dans l'image de droite. Alors le globule rouge, c'est une cellule sans noyau, c'est-à-dire que c'est le cytoplasme qui est saturé d'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une protéine tétramérique, c'est-à-dire constituée de 4 petites sous-unités protéiques qu'on appelle alpha et bêta. Il y a donc 2 protéines alpha et 2 protéines bêta. Comment ces protéines sont-elles synthétisées? Elles sont synthétisées grâce à des gènes, alpha ou bêta. Mais dans la maladie de la drépanocytose, ce qui fait défaut, c'est le gène de la globine bêta. Donc comparons les deux gènes, celui du patient bêta S, celui de l'individu non atteint bêta A. Au passage, nous avons deux formes du gène différents, donc deux allèles, l'allèle bêta A et l'allèle bêta S. Quand on compare les deux allèles, on voit un seul nucléotide changeant en position 17. Or, rappelez-vous, les allèles sont des plans de fabrication de protéines, et les protéines sont des hétéropolymères constitués de l'enchaînement d'acides aminés différents. Donc quand on compare bêta A et bêta S, les deux globines, on s'aperçoit qu'il y a des acides aminés différents entre elles. Dans la succession des acides aminés, si on regarde bien, c'est un acide aminé en position 6 qui est changeant. C'est-à-dire l'acide glutamique pour bêta A et la valine pour bêta S. Notez respectivement glu en position 6 pour bêta A et val en position 6 pour bêta S. Un seul nucléotide est changeant et c'est alors un acide aminé qui va changer. Et cet acide aminé sera responsable de la maladie. Alors au passage, on peut poser la question accessoire, combien de nucléotides permettent de décrire un acide aminé? Si vous prenez le nombre de nucléotides dans l'allèle, vous voyez qu'il y en a 17. Si vous voyez le nombre d'acides aminés dans la protéine, vous voyez qu'il y en a 6. Donc on fait 17 divisé par 6, on obtient 2,8. Il y aurait donc 3 nucléotides pour décrire un acide aminé. Et avant de décrire les effets de ce changement d'acide aminé, voyons d'abord comment on peut détecter cette maladie. Si on compare les deux protéines, on voit que juste un acide aminé changeant change la propriété de la protéine elle-même. Et donc, on aura une migration qui sera d'autant plus forte chez HBS que chez HBA. Le principe est donc le suivant. Si on a un individu qui est porteur sain complètement, on verra bêta A, bêta A, deux globines normales. Si jamais on a un individu qui est porteur juste de la globine anormale, il aura à la fois une globine normale, bêta A, à la fois une globine anormale, bêta S. Et enfin, un individu malade aura bêta S, bêta S. Cela est important car on peut faire un diagnostic prénatal et alors pouvoir adapter des soins dès la naissance. Alors qu'est-ce qui fait que nos deux protéines soient si différentes? Eh bien en fait quand on compare l'acide aminé acide glutamique et l'acide aminé valine, l'acide glutamique est lui hydrophile tandis que la valine est hydrophobe. Et ces deux propriétés différentes suffisent pour donner deux hématies différentes. À quoi ressemblent les hématies? Ce sont des disques biconcaves et rappelez-vous, elles ne sont constituées que de cytoplasmes riches en hémoglobine. Or, le cytoplasme est hydrophile. Et quelle est la position donc de l'acide glutamique ou de la valine dans la protéine? Rappelez-vous, la protéine a une forme de sphère. Et l'acide glutamique dans la forme saine ou la valine dans la forme malade sont au contact du cytoplasme. Seulement dans la forme malade, comme la valine est hydrophobe, elle ne peut rester en contact donc du cytoplasme. Elle est obligée de s'associer à d'autres globines malades. Comme les globines malades s'associent entre elles, elles ne forment plus des sphères isolées, mais des fibres. Les fibres étirent les hématies deviennent plus grandes, plus longues, et finissent par obstruer les capillaires. Donc si on récapitule, les globules rouges qu'on a obtenus anormaux,
sont étirés. Ce qui a pour conséquence quoi? Ce qui a pour conséquence qu'ils soient détruits. Donc ça va provoquer l'anémie. Puis, en plus de ça, les globules rouges transportent très mal le dioxygène, donc il y a des pâleurs, des essoufflements. Et enfin, ils bouchent les capillaires, ce qui donne des douleurs au niveau des organes qui souffrent d'un manque de dioxygène. On peut alors résumer ce que nous venons de voir comme suit. Les conséquences d'une mutation sur un gène peut donner des conséquences directes sur la protéine dont il est le plan de fabrication. Cette protéine aura des conséquences sur la cellule, où elle s'exprime en la modifiant. Enfin, la modification des cellules elles-mêmes entraîne des conséquences à l'échelle de l'individu que l'on appelle soit des caractères ou phénotypes dans le cas d'un individu sain, ou alors de symptômes dans le cas d'un individu malade. Si les mutations affectent les cellules germinales, c'est-à-dire les gamètes, alors la descendance sera porteuse de la mutation. Si par contre seules les cellules du corps, qu'on appelle des cellules somatiques, c'est-à-dire des cellules en dehors des cellules germinales, sont touchées, ce n'est pas transmis à la descendance. Donc attention aux exercices. Si on touche aux cellules somatiques, il n'y a pas de conséquences sur la descendance. Mais il peut y avoir des conséquences sur l'organisme. Le terme somatique sera attendu. Si on touche aux cellules germinales, il y a des conséquences pour la descendance. Et là encore, le terme sera attendu. On voit très bien les conséquences de mutations au niveau de cellules œufs. Par exemple, les cellules 1, 2, 3 sont touchées au niveau somatique, mais n'ont pas de conséquences au niveau de la descendance. Par contre, une mutation dans les cellules germinales pourra avoir des conséquences au niveau, par exemple, de la fécondation d'œufs dans le schéma à droite. Prenez donc aisément qu'une bonne compréhension de cette molécule d'ADN est essentielle pour pouvoir bien comprendre le vivant, c'est-à-dire vous, et pouvoir aussi aboutir à des solutions thérapeutiques. Alors pour méditer, voici la phrase d'un célèbre généticien, Albert Jacquard. La vie, ce concept mystérieux, est ramené à la présence d'ADN. Il n'y a plus de frontières entre matière animée et inanimée. Tout n'est qu'une question de degré de complexité. En espérant que ce cours vous aura servi, je vous souhaite de bonnes révisions.